Merci beaucoup, Didier Alexandre, pour cette intervention qui nous a bien montré la complexité de l'engagement. Et on passe tout de suite à Michel Jarty, qui est professeur de littérature française à l'Université Paris 4 Sorbonne. Il est membre du conseil du FR de littérature française et comparée et président de la 9e section du Conseil national des universités. Spécialiste de la littérature française du XXe siècle et en particulier de Paul Valéry, il a rédigé de nombreux travaux de grande ampleur, à la fois sur Valéry, et le plus récemment sa biographie Paul Valéry chez Fayard en 2008, ainsi que sur la littérature française et la littérature en général, comme entre autres la poétique qui est apparue dans la collection Que sais-je en 2003. Donc, Michel Jarty va nous parler de 3 auteurs que j'aime en particulier, qui sont André Gide, Pierre Louys et Paul Valéry. Il a appelé son intervention André Gide, Pierre Louys et Paul Valéry, 3 écrivains devant l'affaire Dreyfus. Merci beaucoup. Bien, donc, ça marche? Un peu plus. Un peu plus haut. C'est ça qui compte. Ah, c'est ça qui compte, d'accord. Alors, j'ai pas l'habitude de parler debout, donc j'ai un petit peu écourté, je vais essayer de ne parler que de 25 minutes. Donc, l'idée de départ, en quelque sorte, c'était de centrer cette communication. Ça marche pas? Ah oui, comme ça. Pardon, d'accord. Donc l'idée de départ était de centrer cette communication autour de Gide, de Louis et de Valéry. On n'entend pas? On n'entend pas? Si? Il faut que je parle plus près du micro. Donc l'idée de départ était de centrer cette communication autour de ces 3 écrivains parce qu'il se trouve qu'ils ont été amis, même si une brouille est intervenue assez rapidement entre Pierre-Louis et Gide. Et c'est aussi qu'on a publié il y a quelques années la correspondance entre les 3 écrivains et en même temps une réédition très enrichie de la correspondance entre Gide et Valéry qui avait été publiée il y a assez longtemps par Robert Mallet. Alors justement, je voudrais faire une remarque à titre de préambule en quelque sorte, c'est que il aura fallu... Il faut que je parle plus fort? Voilà. Il aura fallu finalement, c'est une remarque qui peut nous apparaître tout à fait stupéfiante, il aura fallu d'une certaine façon un siècle, voire un petit peu plus, pour que nous sachions la vérité entière sur la position de chacun. Je rappellerai simplement que lorsque Robert Mallet prépare, dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, la première édition de la correspondance entre Gide et Valéry, qui va être l'édition de référence pendant plus d'un demi-siècle, c'est Gide lui-même qui supprime un certain nombre de lettres trop personnelles, soit pour lui-même, soit pour Valéry. Et il supprime en particulier donc les lettres qui concernent l'affaire Dreyfus. Et je rappellerai simplement, comme on dit pour mémoire, parce que c'est un signe tout de même intéressant, que lorsque la première grande biographie de Gide paraît en 1998, celle de Claude Martin, qui ne fera que le premier volume, eh bien, Claude Martin se montre sur cette question de l'affaire Dreyfus d'une étrange discrétion, puisqu'il note que la réaction de Gide après le J'accuse de Zola, donc, cette réaction est, dit-il, immédiate et généreuse. Sans hésiter, dit-il, il est pour Zola et pour la justice, et nous allons voir que cette position est absolument indéfendable. Alors, je crois qu'un moment important a été dans cette réception, en quelque sorte, comme on dit maintenant, un moment important a été sans doute le livre que Léon Blum a fait paraître en 1935, c'est-à-dire les souvenirs sur l'affaire, puisque lui-même disait dans ce livre, on va voir tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait exact, Gide fut tout de suite Dreyfusard. Alors, cette question me paraît très importante, si vous voulez, et même d'une certaine façon très grave, parce que si on compare la situation des 2 écrivains, Gide et Valéry, on se rend compte que l'un, Valéry, très tôt, a été connu pour avoir signé les listes Henry. Du coup,
une sorte de réputation assez vague ou de rumeur d'antisémitisme s'en étant suivie pendant pratiquement un siècle. Hein. Et pour ce qui concerne Gide, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que Gide, dont l'antisémitisme est beaucoup plus fort et n'a jamais bizarrement choqué personne, Gide, parce qu'il a signé le manifeste des intellectuels assez rapidement, Gide passe d'entrée de jeu pour à la fois un Dreyfusard de pleine obédience, si j'ose dire, et en même temps quelqu'un dont l'antisémitisme est impossible. Or, cet antisémitisme a été maintenant démontré en particulier par la très belle, par Franck Lestringon, notre collègue de la Sorbonne, qui a fait paraître une excellente biographie de Gide il y a quelques mois. Et bon, l'antisémitisme de Gide maintenant est quelque chose de tout à fait avéré. Je donnerai simplement deux exemples, si vous voulez. Il y a des pages du journal de Gide de 1914 qui sont très connues à propos de Léon Blum, justement, où il écrit que les qualités de la race juive ne sont pas des qualités françaises. Hein. Ou bien encore à propos du mouvement Dada, auquel il consacre un article dans la NRF de 1920. Il dit à propos de Tristan Tzara, on me dit qu'il est étranger, je m'en persuade aisément, juif, j'allais le dire. Donc on voit qu'il y a des formules qui sont tout de même assez douteuse. Alors, pour le reste, donc c'est évidemment au moment de l'acquittement. Ça marche mieux? Ah oui, ça marche beaucoup mieux. Oui, ça marche beaucoup mieux. C'est au moment de l'acquittement, puis en plus j'ai un problème d'accommodation, donc c'est difficile à la fois de regarder mes notes et de parler devant le micro. C'est un exercice physique en quelque sorte. Donc pour le reste, c'est évidemment au moment de l'acquittement d'Esterhazy et de l'intervention de Zola en janvier 98 que les trois écrivains dont je m'occupe s'engagent dans l'affaire, bien qu'elle dure évidemment depuis longtemps comme on le sait. Alors, bon, j'évoquerai très rapidement la position de Pierre-Louis, que j'ai choisi de prendre en compte, en quelque sorte, pour maintenir le trio amical, mais qui est une position qui, en fait, n'est pas très, très intéressante. C'est une position qui est à la fois très simple, qui est très spontanée, et qui est en même temps quasiment, je dirais, quasiment hystérique, hein, puisque Pierre-Louis va être immédiatement assuré de la culpabilité de Dreyfus, hein, et il en restera convaincu même lorsque son innocence aura été démontrée. Dans le même temps, donc, il s'entiche de manière un peu déraisonnable, si j'ose dire, du personnage d'Esterhazy qu'il voudrait voir porter à la tête de la République de façon assez extravagante, pour ne pas dire plus. Et puis aussi, ainsi qu'il le dit dans une lettre qui est maintenant connue, une lettre à Valérie de janvier 98, il se déclare, je le cite, follement antisémite. Hein, donc la question est assez clairement tranchée. Et pour le reste, donc, le cas n'est pas très intéressant non plus parce qu'il n'argumente pas. C'est quelqu'un en quelque sorte, comme dirait l'autre, qui pense à coups de marteau. Et lorsqu'il fait valoir que l'affaire affaiblit la France, bon, c'est une idée à l'époque partout répandue, même chez certains Dreyfusards. Et il serait intéressant, par parenthèse, de dire un mot peut-être du cas de Bergson, qui est assez intéressant. Hein. Donc, l'attitude de Pierre-Louis n'est pas la plus intéressante. Alors, celle de Valérie, en revanche, est toute différente, puisque après le J'accuse de Zola, il ne prend pas parti publiquement, mais réserve ses réflexions à ses proches. Et donc, d'entrée de jeu, ce qui importe pour lui, c'est la question de l'unité nationale qui se trouve possiblement mise à mal. Alors, il n'est certes pas favorable à la révision du procès, mais en même temps, le soir du J'accuse, il formule à l'adresse de Gide, justement, des réflexions qui sont dénuées de passion et qui touche à l'essentiel, c'est-à-dire à ses yeux l'état de la France. Je cite quelques phrases. Entre autres choses, il ne faut pas s'y tromper, on va à un antisémitisme aigu et qui pourra devenir une cause de trouble extraordinaire. L'excitation de tous les juifs est remarquable, compréhensible, inquiétante. D'autre part, l'état d'esprit des cadres de l'armée doit être singulier. Alors, ces phrases me semblent très intéressantes, si vous voulez, puisque il n'est certainement pas indifférent d'abord que Valéry juge l'émoi des Juifs légitime, hein, et qu'il remarque, pour s'en inquiéter, que l'on va vers un antisémitisme aigu, et surtout, donc, dans ces années où il se montre extrêmement sévère à l'égard de la
Troisième République, qu'il considère comme une démocratie relativement impuissante, sa réaction est liée et restera liée à l'idée que la crise est d'autant plus préoccupante que le pouvoir est faible et que les divisions nationales, par conséquent, s'en trouvent aggravées. Alors, pour le reste, on le voit, le débat avec Gide est parfaitement serein. Et il va prendre un tour beaucoup plus vif lorsque Valéry va découvrir évidemment que Gide a signé la fameuse protestation. Alors, c'est ici, je crois qu'il faut maintenant préciser les choses, puisqu'on a tous les documents qui le montrent, et c'est ici qu'on voit que le jugement de Léon Blum, tel qu'il a été repris de façon un peu cavalière, à mon avis, par Claude Martin, ce jugement mérite tout de même quelques précisions. Alors, puisque j'évoquais Blum, le premier moment qu'il faut rappeler, c'est que dès le mois de décembre 1997, donc, il s'adresse à Gide, mais à d'autres, à Barrès, à Pierre-Louis, à la demande de Lucien R, donc le bibliothécaire de la rue d'Ulm, pour rassembler des signatures et défendre Dreyfus. Et il est intéressant de voir que à ce moment-là, Gide refuse de donner sa signature à Léon Blum, et il s'en explique d'ailleurs le 16 janvier 1898, dans une lettre à son beau-frère Marcel Drouin. Il lui dit, alors bon, la phrase n'est pas inintéressante, il lui dit « Protestant, virgule, le juif m'a fait peur », et il ajoute avoir également craint la formation d'une coterie où toute voix perdrait sa force individuelle. Alors, bon, la deuxième formule est intéressante. Bon, il est toujours évidemment difficile de mêler sa voix dans le cadre d'un engagement collectif et d'une certaine façon de se dépersonnaliser ou de se désindividualiser. Mais l'autre formule, celle qui précède, est évidemment plus intéressante dans sa dimension religieuse en particulier. On va voir que c'est important puisque la question va revenir. Ce qui est important aussi, c'est le besoin de se justifier devant Marcel Drouin. Je rappelle que Drouin est un normalien agrégé de philosophie qui est aussi ami de Péguy, qui est aussi ami de Lucien R, ami également un peu de Valéry, j'y reviens dans un instant. Et donc Drouin, comme la plupart des normaliens, est dreyfusard. Mais c'est aussi, évidemment, à l'inverse de Pierre-Louis, c'est quelqu'un qui compte à la fois pour Gide et pour Valéry, parce que c'est un esprit fort et c'est quelqu'un dont les raisonnements sont évidemment extrêmement affûtés. Alors, j'évoque là une lettre du 16 janvier. Ce qui est intéressant, c'est que quand Gide écrit cette lettre le 16 janvier, il se trouve à Rome, où il vient d'arriver donc en compagnie de sa femme, et donc il a lu puisqu'il était à Cannes quelques jours plus tôt, il a lu le J'accuse de Zola, et cette fois, il se décide à adresser sa signature à Blum. Il lui écrit le lendemain ou le surlendemain. Alors, après le premier refus du mois de décembre, on pourrait donc considérer qu'il s'agit là d'une décision qui est en quelque sorte mûrie, qui est réfléchie, qui est une décision définitive. Or, justement, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il n'en est rien. Et d'abord, il y a une espèce de stratégie d'évitement assez curieuse de la part de Gide à l'égard de ses amis, puisque le 16 janvier, donc, après avoir écrit à son ami Eugène Rouard, qui est farouchement antisémite et anti-dreyfusard, après lui avoir écrit donc que Drouin n'a signé la protestation sous la pression de personne, Gide ajoute « Si au contraire il ne la signait pas, si peut-être je ne l'ai pas signé, c'est au contraire sous ta pression à toi, c'est-à-dire en quelque sorte pour ne pas te faire de peine. » Alors cette formulation est absolument extravagante, n'est-ce pas? Si peut-être je ne l'ai pas signé. Alors tout se passe comme si Gide ne savait pas ce qu'il a fait, alors qu'en fait il vient justement de signer la veille ou l'avant-veille, donc il le sait parfaitement, mais il ne veut pas l'avouer, de telle sorte que ce peut-être relève, je ne sais pas, de l'inconscient ou du lapsus, mais ce peut-être atteste en tout cas une incertitude qui est proche du désarroi. Or, précisément, 2 jours plus tard, le 18 janvier, il envoie coup sur coup 2 lettres à Valéry. Dans la première, il lui dit cette chose assez étonnante. « C'est heureux que je ne sois pas à Paris.
tu me prouverais probablement que je suis absurde de m'emballer pour la lettre de Zola, et cela me serait extrêmement désagréable. Formulation donc étonnante. Et c'est probablement une façon de préparer Valéry à l'idée ou à l'annonce de sa signature, qu'il se garde bien de mentionner. Et puis alors, la seconde lettre est aussi intéressante, c'est un très court billet où Gide s'avoue consterné par les positions adverses et tranchées qui sont à la fois celles de ses amis et celles de la presse, et il conclut par cette demande à l'adresse de Valéry: « Je t'en prie, envoie-moi une opinion ». Ce qui est une formulation tout à fait étonnante, puisque, là encore, ça laisse à penser que lui-même n'a pas d'opinion, en tout cas pas d'opinion assurée. Alors, comment expliquer maintenant le revirement, en quelque sorte, de Gide à l'égard de Blum, puisqu'il a fini par donner sa signature? Alors, il y a eu longtemps une hypothèse, c'est qu'en raison de la forte personnalité de Drouin que j'évoquais tout à l'heure, on a longtemps pensé que c'était sous l'influence de Drouin que Gide avait signé. Bon, maintenant, je n'entre pas dans les détails, mais enfin, il y a une lettre inédite de Drouin qui montre bien qu'il n'a absolument pas influencé Gide. En revanche, ce que nous savons maintenant, c'est que c'est Madeleine Gide, donc la propre épouse de l'écrivain, qui a joué un rôle clé dans cette affaire, et un rôle assez ambigu, parce qu'elle-même est passablement antisémite. Je ne suis pas sûr qu'elle se soucie véritablement du sort de Dreyfus, mais elle est protestante comme son mari, et son dreyfusisme, qui va être extrêmement ardent, tient beaucoup, je crois, aux menaces que les protestants, donc minorité religieuse susceptible elle aussi d'être menacée, ça tient beaucoup aux menaces que les protestants sentent peser sur eux dans ce climat qui est un climat délétère. Alors, la réaction de Madeleine Gide peut paraître, ou des protestants en général, peut paraître aujourd'hui un peu étrange, mais il faut rappeler, et là il y a une lettre de Pierre-Louis à un écrivain maintenant oublié, Hérold, André-Ferdinand Hérold, il y a une lettre de Pierre-Louis qui est très symptomatique, puisqu'il lui écrit, en 98, il lui écrit « La France est menée depuis 15 ans par un groupe de protestants et d'israélites dont l'esprit et les tendances sont presque toujours en contradiction avec l'esprit du pays qui est mi-athée, mi-catholique. » Alors la phrase est évidemment intéressante en elle-même. Elle est intéressante aussi en ce sens qu'elle reprend d'une certaine façon le même argument nationaliste que Gide utilisait lui-même à l'égard ou à l'encontre des Juifs dans son journal de 1914 que j'évoquais à l'instant. Alors, bon, une question se pose naturellement, c'est la question de savoir si la signature de Gide a été une sorte de réflexe, je dirais, protestant, c'est-à-dire un réflexe d'autodéfense. C'est-à-dire, est-ce qu'il l'a signé simplement pour se protéger lui-même en tant que protestant ou pour soutenir Dreyfus? Alors, c'est ce que laisse entendre, c'est la deuxième solution que laisse entendre dans son excellent livre Franck Lestringant, en s'appuyant sur une lettre beaucoup plus tardive de Gide, une lettre de 1930, où Gide dit que, en quelque sorte, les Juifs et les protestants partagent le même goût de la vérité et de la justice. Bon. Je laisserai la question ouverte, mais je ne suis pas sûr que l'argument soit forcément extrêmement convaincant. Alors, quant à l'opinion que Gide demandait à Valéry de formuler pour lui, celui-ci, bien sûr, ne la formule pas, parce que lorsque il répond le 26 janvier, il vient de découvrir justement la signature de Gide dans le journal L'Aurore, et donc il se contente de lui écrire « Cela m'a causé une peine très sérieuse, ainsi qu'il ne soit plus question de cette histoire actuelle entre nous. Je t'écrirai ultérieurement quand je serai non plus calme, je le demeure, mais apte à pouvoir réfléchir et par conséquent écrire sur d'autres sujets. » Alors visiblement, Valéry à ce moment-là s'agace et s'emballe suffisamment pour se rendre compte qu'il n'est plus tout à fait maître de lui-même, et en même temps, il n'envisage pas de s'expliquer clairement avec Gide, et c'est une
question assez, enfin, je n'entre pas dans le détail, mais cette stratégie du silence est quelque chose qui est tout de même assez remarquable. En tout cas, 2 jours plus tard, donc sans que Valéry ait dit quoi que ce soit de plus, sans qu'il ait davantage argumenté, il est intéressant de voir que Gide déjà bat en retraite et lui dit, il dit donc à Valéry, ce qui eût pu m'en empêcher de signer, c'est la prévision de la peine réelle qu'il semble que je vous fais, à toi, à Rouard et à Rosenberg, qui est un ami orientaliste russe. Alors, ce qui frappe évidemment ici, c'est la dimension affective. Et bon, cette dimension affective, on est tout de même un peu tenté de la mettre au compte de ce que j'appelle ici la légèreté de Gide. Alors, pour ce qui concerne la position de Valéry, bon, j'abrège tout cela, il faudrait nuancer beaucoup plus. Sa position est essentiellement politique, c'est-à-dire qu'il explique à Gide ceci: je crois donc qu'il fallait maintenant soutenir le pouvoir car c'est la nation. Hein. Le jour où il déclare la guerre, la nation marche. Le jour où il tombe, la nation paye. Alors, Gide, à ce moment-là, c'est ce dialogue entre écrivains qui me paraissait intéressant. Gide rend assez piteusement les armes, puisqu'il répond à Valéry qu'il montre qu'il n'a pas véritablement d'opinion personnelle, puisqu'il lui dit « Peut-être eût-il suffi pour m'empêcher de signer d'1 heure causée avec toi. » Et il ajoute « Mais ce jour-là, le vent n'a soufflé que d'un seul côté. » Et puis, après la condamnation de Zola, ces phrases tout à fait intéressantes. « Allons, que tout soit bien qui finit bien, et j'admets que ceux qui protestent encore en moi doivent se taire, si c'est pour le bien de l'État. » Donc la protestation qu'il vient de faire, si j'ose dire, ou de signer, il accepte maintenant qu'elle se taise en lui pour le bien de l'État, et il ajoute cette phrase qui est assez intéressante pour les héritiers ou les spécialistes de Zola. Amen, dit-il, Zola tranquille à l'ombre va pouvoir se faire la philosophie qui lui manque et construire un peu plus savamment. Alors, Gide, bon, ne proteste plus. Il signera l'appel à l'union du début de 99, de la même façon que cet appel sera signé par Marcel Drouin et naturellement pas par Valéry. Alors, il est intéressant de voir que ce que montre la correspondance encore inédite entre Drouin et Valéry, il y a quelques lettres qui concernent l'affaire qui sont assez intéressantes. Leurs positions sont exactement symétriques ou inverses. C'est-à-dire que Valéry se refuse à toute protestation immédiate parce qu'il songe aux conséquences lointaines et négatives, c'est-à-dire l'affaiblissement finalement de la France et de l'armée, à quoi Drouin objecte non sans raison que la protestation immédiate est quelque chose de positif. Et il a cette phrase qui est une très belle phrase, il lui dit « Une illégalité constitue un précédent moins dangereux dès qu'on l'appelle par son nom ». Et donc, le débat entre les deux hommes, bon, qui ne sont pas des amis très intimes, ce débat va se cesser très rapidement, il n'y aura pas de discussion. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est l'antagonisme ou la symétrie de leur position. Je termine. Je connais le papier, je l'ai déjà fait passer tout à l'heure. Je termine en abrégeant beaucoup. Il faudrait, pour ce qui concerne Valéry, montrer, bon, j'aurai peut-être l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure, montrer que parmi les jeunes de sa génération, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la situation mondiale, à ce qu'on appelle la géopolitique aujourd'hui, et donc il perçoit l'affaiblissement de la France de ce point de vue-là de façon tout à fait particulière. Ce que je voudrais souligner pour le reste, c'est que lorsqu'il écrit à ses amis, c'est évidemment le capitaine Dreyfus en tant qu'homme qui passe, si j'ose dire, à la trappe. Hein. Il est assez frappant que chez lui, chez Valéry, donc l'argument de sa culpabilité n'entre jamais en ligne de compte parce qu'en fait, je suis persuadé qu'il le croit innocent. D'autre part, la judéité de Dreyfus n'entre jamais en ligne de compte parce que
il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a plus du tout d'antisémitisme chez Valéry à ce moment-là. Alors je suis obligé d'aller très vite. Naturellement, il n'empêche qu'il signe les listes Henry. Alors pourquoi les signe-t-il? Je crois que c'est assez difficile à expliquer en 5 minutes. Il y a un élément certainement qui a pesé sur sa décision, c'est l'entourage. On l'a un peu dit tout à l'heure, Pierre Glaude en particulier le rappelait. Il est tout à fait certain que l'entourage de Valéry est largement anti-dreyfusard, puisqu'on a vu que Gide, son dreyfusisme est quand même extrêmement fragile. Donc du côté des anti-dreyfusards, il y a quand même des gens qui comptent, c'est-à-dire Degas, Huysmans, vous le rappeliez tout à l'heure, Pierre-Louis, la famille Rouard, Eugène Rouard et son père, donc le grand collectionneur que Valéry connaît très bien. Et puis surtout, il y a la position de Mallarmé, dont je voudrais dire un mot, parce que c'est une position que l'on connaît beaucoup mieux jusqu'à maintenant. On a longtemps retenu de la position de Mallarmé que la très belle lettre qu'il adresse à Zola, dont il dit vénérer le courage, c'est le mot qu'il utilise. Alors il est intéressant d'ajouter 2 témoignages qui viennent tout de même bien tempérer cette position. Le premier témoignage, c'est le journal d'Henri de Régnier, paru il y a quelques années. Henri de Régnier, auquel Mallarmé, donc au moment de l'affaire Dreyfus, avoue son antipathie pour les Juifs. Et il ajoute même que si la campagne est agréable, c'est qu'il n'y a pas de paysans juifs. D'autre part, témoignage tout à fait récent, là encore, et qui va dans le même sens, c'est les propos que Valéry rapporte à Pierre-Louis, selon lesquels Mallarmé se situe doucement, c'est le mot de Valéry, doucement de notre côté, c'est-à-dire du côté anti-Dreyfusard. Et je pense que, j'en avais parlé avec Bertrand Marchal, notre grand spécialiste de Mallarmé, je pense qu'en fait, la position de Mallarmé a été, avec les uns et avec les autres, de tenir un discours qui était ambigu, voire contradictoire, pour finalement ne se brouiller avec personne. Alors je terminerai, puisqu'il faut terminer, par une note, puisque donc Valéry signe les listes Henry. Là encore, je passe sur les détails, puisque le nom de Valéry apparaît plusieurs fois. Enfin, c'est assez compliqué, mais il s'agit d'homonymes. Je terminerai par une citation des cahiers qui est très importante, puisque c'est d'une certaine façon une espèce de mea culpa. C'est une note de 1931, où Valéry dit ceci, je cite ce passage en entier parce qu'il me semble important. Il dit de lui-même, donc, pas méchant, c'est-à-dire souffrant de voir souffrir. Toutefois, je me sens un cœur brusquement impitoyable à l'égard de celui qui spécule sur mon apitoiement, ou qui veut parvenir à ses fins en usant d'invocations à la justice, à l'humanité, etc. Tellement que, même ces adjurations aux idoles fondées, je m'établis dans l'injustice, et me retranche dans le dégoût de cette comédie dont j'ai vu maint exemple. Ceci explique mon attitude dans l'affaire célèbre. Alors c'est évidemment oublier que la justice alors était moins une idole en quelque sorte que le respect dû à l'innocence d'un homme, et que naturellement, pour éviter de verser dans ce que Valéry appelle une comédie, eh bien, il versa dans une autre qui était finalement beaucoup plus sinistre, mais en même temps, l'essentiel me semble être que cette mauvaise foi qu'il évoque, et cet aveu de l'injustice commise, puisqu'il parle de s'être, il dit « je m'établis dans la justice », donc l'aveu de cette injustice commise, me semble-t-il, plus de 30 ans après les faits, masque mal un remords tardif. Je vous remercie. Alors comment je fais avec tous ces micros là ?